Il me revient maintenant d'accueillir solennellement et avec beaucoup d'enthousiasme Laura Berlingot. Bonsoir Laura, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invitée. Alors Laura, si vous en êtes d'accord, nous allons mener cette discussion à trois voix et notamment avec ma collègue, la docteure Ndaïradi Babou, qui interviendra de Dakar. Ndaïradi est féministe, médecin spécialiste en santé internationale, orientée en droit et santé sexuelle et de la reproduction. À Equipop, elle pilote en particulier un projet de lutte contre les violences obstétricales et gynécologiques. Est-ce que, Ndaïradi, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que vous avez dit l'essentiel. Je suis effectivement médecin en santé internationale et j'ai très vite et très tôt été orientée sur tout ce qui était lutte contre les infections sexuelles, notamment chez les jeunes ados et les jeunes filles, et également dans la réponse contre le VIH. Et cela m'a un peu ouvert peut-être les premières perspectives de mon féminisme, cette santé sous l'angle des droits humains. Et c'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Merci Ndaïradi. Laura, vous êtes gynécologue obstétricienne spécialisée en santé sexuelle et en soins aux victimes de violences. Vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où vous avez participé à l'émergence d'une maison des femmes. Enseignante à la Sorbonne, vous avez récemment créé le diplôme universitaire santé sexuelle pour tous et toutes, dont vous nous direz peut-être un mot tout à l'heure. Vous êtes engagée aussi en matière d'éducation sexuelle et les auditrices et auditeurs de Qui m'a filé la chlamydia et Coucou le cul reconnaîtront sans doute votre voix. Enfin, vous avez publié l'année dernière un essai intitulé « Une sexualité à soi » aux éditions Les Arènes. Vos qualités et casquettes sont donc multiples. Si on devait vous présenter en deux mots, accepteriez-vous ceux de gynécologue féministe? Et qu'est-ce que cela veut-il dire pour vous pratiquer une gynécologie féministe? Je pense que je suis bien obligée d'accepter cette casquette de gynécologue féministe. Dans mon engagement et mon parcours, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est venu à la fois comme une évidence, hein, le temps avançant et en faisant des expériences de médecins, mais aussi de femmes dans tout le monde, ce qui est celui-ci. Voilà, ça s'est présenté au fur et à mesure de mes travaux et de ma vie comme une réalité. Je pense que oui, effectivement, je peux être gynécologue féministe. Cependant, plus je réfléchis à ce que ça veut dire, et il va falloir prendre des détours pour que je vous explique vraiment ce que je veux dire, parce que oui, non mais ça va prendre des détours qui vont durer pendant une heure, hein, ça va être toute la discussion, mais parce que ce que je veux dire, c'est que on va parler de violence gynécologique, de violence obstétricale, parce que tout ça c'est en lien, parce qu'en fait je ne serais pas gynécologue féministe s'il n'y avait pas un enjeu féministe. Ça n'aurait pas de sens. Voilà, donc en même temps, quand on est gynécologue, on a affaire à des femmes ou effectivement à des minorités de genre qui sont des hommes trans, mais globalement, statistiquement, à une grande majorité à des femmes. Du coup, on n'a pas cet enjeu par rapport à une autre spécialité, de se dire, nous, en tant que professionnels, on ne fait pas de différence, hommes et femmes, par exemple. Il n'y a pas de raison d'être sexiste de manière directe entre deux types, voilà, deux genres. Cependant, voilà, le fait de n'avoir affaire qu'à des femmes, on sait très bien que justement, ces violences gynécologiques et obstétricales, elles sont vraiment à l'intersection. Elles sont à l'intersection des violences médicales et du sexisme, et des violences sexistes. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça va falloir un peu dérouler tout ça, mais du coup, il y a des violences, il y a du sexisme qui intègre l'ensemble de notre société. La médecine, évidemment, n'y échappe pas, parce qu'on est pleinement à la société, on n'est pas... Quand on ferme la porte du cabinet médical et qu'on met la blouse blanche, ça ne nous empêche pas d'être ce qu'on est ailleurs. Donc voilà, le sexisme, le racisme, toutes les discriminations rentrent dans les cabinets médicaux. Ils ne restent pas à la porte. Mais cependant, voilà, au bout d'un moment, quand on essaye de détricoter un petit peu tout ça et de voir ce que c'est, hein, ces violences-là, hormis le fait que ça concerne des femmes, et voilà, des femmes qui sont donc discriminées
par ailleurs dans la société partout. C'est-à-dire quand on y pense vraiment, comment lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales, c'est-à-dire avant tout, c'est appliquer aussi des principes de médecine et de soins qui sont censés être universels. C'est-à-dire qu'un des principaux problèmes, par exemple, c'est le consentement. Le consentement, ce n'est pas particulièrement féministe de demander à une femme, avant de l'examiner, si on peut. Voilà. Il s'avère qu'en plus, quand on fait de la gynécologie, on va toucher à son intimité, à des moments de vie qui peuvent être particuliers, etc. Mais le fait est que, à la base, la question du consentement, on doit la poser pour tous les soins, que ce soit pour faire une prise de sang, pour mettre un spéculum, pour faire une échographie pelvienne. Et en fait, il y a des choses comme ça, et c'est ça le problème dans les violences gynécologiques obstétricales, c'est qu'il y a des principes de base médicaux dans le soin où ça ne viendrait pas à l'idée de faire une ponction lombaire à un patient sans lui demander son accord. Tournez-vous, je vous fais une ponction lombaire. S'il y en a qui ne savent pas, je sais pas, une ponction lombaire, c'est mettre une énorme aiguille dans le dos d'une personne pour aller prendre ce qui s'appelle le liquide cérébrospinal, ce qu'il y a dans la colonne vertébrale. Ça ne viendrait pas à l'idée de faire ça. Mais en ce qui concerne les soins gynécologiques obstétricaux, il y a plein de choses comme ça qui passent à la trappe, en fait. Et la manière dans les choix des personnes, en France, on a une médecine paternaliste pendant très longtemps. C'est vraiment une culture très française. Par rapport aux cultures anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus avec des égal à égal, on discute, machin. En France, il y a vraiment une culture paternaliste qui est prégnante. Et je veux dire, moi, j'ai 10 ans d'expérience de gynécologue obstétricienne. J'ai vraiment grandi à fait. Ce n'est pas du tout quelque chose où on peut se dire « Oh, c'était il y a 50 ans ». Pas du tout. Pas il y a 50 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a des choses qui commencent à bouger. On baigne vraiment dans cette culture. C'est une culture paternaliste, patriarcale. Mais quand même, dans l'ensemble des autres spécialités de cette culture paternaliste, on évolue vers notamment ce qu'on appelle la décision médicale partagée. Et la décision médicale partagée, en fait, c'est juste rendre l'autonomie aux personnes. C'est juste dire, il y a ces options-là, que ce soit qu'on parle d'examen complémentaire, qu'on parle de traitement, il y a ces options. Les études ont montré que ça et ça. Il y a ça et ça qu'on ne sait pas. Choisissez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse la place. Et ça, avec les femmes, parce qu'il y a des mécanismes sexistes qui sont à l'œuvre, et notamment l'infantilisation, le contrôle du corps, le contrôle de la sexualité, etc. C'est des choses qui passent à la trappe, encore une fois. Mais du coup, je me demande, donc pour répondre à la question, je suis désolée de cet énorme détour, mais donc oui, je me définis comme gynécologue féministe, mais en même temps, il y a quelque chose là que je trouve de plus en plus compliqué parce que être féministe pour moi, c'est pas justement dans une dynamique de dire qu'on va aider les femmes. Je ne suis pas là pour aider les femmes, je suis là pour les accompagner dans leur autonomie. Et je me dis que dans n'importe quel domaine du soin, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça le travail du médecin et du soignant, pas que du médecin. C'est d'accompagner les personnes, de travailler avec elles pour qu'elles aillent vers une autonomie et qu'elles aillent vers une meilleure compréhension de leur corps. Et voilà. Et il y a plein de spécialités qui se posent vraiment des questions là-dessus. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des collègues néphrologues, pneumologues, et diabétologues, par exemple. Quand on est diabétologue, on ne peut pas imaginer soigner un patient diabétique s'il n'est pas entièrement, s'il n'adhère pas complètement au projet. Et c'est pour ça qu'il y a des séances d'éducation thérapeutique, de choses, machin. En gynécologie, c'est genre, je vous dis qu'il faut faire ça, je vous assure que c'est le meilleur pour vous. Si vous ne faites pas ça, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une mauvaise femme donc, et vous ne méritez pas mon attention, quoi, quelque part. Voilà. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose comme un paradoxe qui fait qu'en particulier en gynécologie, alors qu'on pourrait imaginer que le regard féministe s'imposerait, eh bien, il y a une sorte de résistance à ce regard féministe et à cette posture féministe. Alors, il y a une énorme résistance. Je pense que, alors, pour moi, je suis pas je parle ici en ma qualité de praticienne, je ne suis pas historienne, mais on peut, je revois des ouvrages qui montrent vraiment la dépossession. Enfin, excusez-moi, il y a un truc, sage-femme et infirmière, je ne me rappelle plus du premier, mais notamment qui montre l'histoire
patriarcale et l'histoire sexiste de la médecine, de comment est-ce que s'est formée la gynécologie particulièrement, et la dépossession du savoir à la fois des femmes, des sages-femmes, des doulas, des accoucheuses traditionnelles. Voilà, il y a eu un moment quand même, un moment de bascule où les obstétriciens hommes sont arrivés, ont mis les femmes, et ça c'est vraiment le truc de l'obstétrique, quoi. Je veux dire, c'est accoucher, ont mis les femmes les pieds dans les étriers, les jambes écartées, en disant on va mettre des instruments et on va vous sortir votre bébé. Et en fait, dans certains cas, moi je suis obstétricienne, je ne vais pas dire que il faut arrêter les césariennes, arrêter les forceps et que tout le monde accouche à quatre pattes dans son bain. Franchement, pas du tout. Je veux dire, mais en fait, entre dire, on a des avancées, on a l'avancée de la péridurale pour gérer la douleur, on a l'avancée du forceps, dire moi ça m'arrive de faire des extractions instrumentales et on en a besoin. Il y a des bébés qui ont le cœur qui décélère, il y a des femmes qui poussent depuis 1 heure et demie, qui en peuvent plus, qui disent mais sortez-moi cet enfant parce que sinon je vais craquer. Et bien sûr que ça peut être nécessaire, les césariennes en urgence, ça peut être nécessaire, il peut se passer plein de choses. Mais entre se dire, en fait, c'est quelque chose, en plus, ce sont des innovations, mais comme il y en a, encore une fois, dans plein d'autres spécialités, on a des options en plus, mais ces options sont devenues la norme. Et c'est là aussi qu'il y a un problème et qu'on est dans une phase de réappropriation et de personnes qui commencent à refuser ça, mais il faut être dans une posture de résistance. Et parfois, ces femmes-là sont vraiment mises au banc. On se dit, mais elle veut accoucher à la maison, elle est folle. Alors, je veux dire, des femmes qui ont accouché à la maison, il y en a eu pendant des dizaines de milliers d'années. On n'est pas folle parce qu'on veut accoucher à la maison. Mais c'est devenu tellement la norme d'accoucher à l'hôpital, d'accoucher d'une certaine manière à l'hôpital, et de rentrer dans ces protocoles. La gynécologie obstétrique, c'est une spécialité qui est très protocolisée, particulièrement protocolisée. Quand on est en salle de naissance, voilà, il y a des protocoles pour tout, pour les antibiotiques, pour l'hémorragie, pour le truc, machin. Parfois, ça sauve les protocoles pour les situations d'extrême urgence. Et notamment, on sait qu'en réanimation aussi, il y a des protocoles. Donc, sur les hémorragies, par exemple, après l'accouchement, ça sauve des gens, en fait. La médecine moderne, ça peut être génial. Mais pour d'autres situations, et notamment pour les indications de déclenchement, de choses comme ça, à force de faire des protocoles, on oublie qu'en face de nous, on a des personnes et que ces personnes-là, elles ont leur propre représentation de leur grossesse, de leur maternité, de ce qu'elles ressentent, et qu'en fait, on dépasse aussi la médecine basée sur les preuves, l'evidence-based medicine. En fait, à protocoliser à l'extrême toutes les situations, on ne peut pas être là-dedans. On va dire, voilà, statistiquement, en fait, il faudrait toujours revenir aux chiffres. Je veux vous déclencher là, parce que statistiquement, dans votre situation, et c'est ça, informer les gens, en fait, c'est-à-dire, voilà, d'après les études, mais les études, ça reste des études, et les études, les chiffres restent des chiffres. Et il y a des gens qui veulent, et encore une fois, dans les autres spécialités, le principe de la décision médicale partagée, on peut refuser ces chiffres, on peut se dire, en fait, non, je prends le parti de c'est mon corps, c'est mon choix. On revient à ce fameux slogan des années 70, c'est mon corps, mon choix. Oui, en fait, dans toutes les situations, et même quand on a un enfant dans le ventre. Et de toute façon, je veux dire, en plus, en France, le cadre légal, il est très clair là-dessus. Tant qu'on est enceinte, le fœtus n'a pas d'existence légale. Donc, de toute manière, je veux dire, c'est la femme avant tout, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas accouché, il n'a pas d'existence légale. Donc, il n'y a même pas le problème de la législation en France. Il y a vraiment un problème, effectivement, de culture, de dépossession des savoirs qu'on pourrait appeler profanes, mais que j'aime pas tant appeler profanes, parce que c'est des savoirs qui se transmettent aussi, que la grande majorité des accouchements sont physiologiques. En fait, on fait une spécialité où on devrait se rappeler qu'on est là en cas de situation pathologique, mais que la grande majorité ne sont pas des situations pathologiques, et que donc on ne peut pas traiter de la même manière toutes les situations. Il faut que vraiment on se... Et c'est une gymnastique aussi de l'esprit, de se dire... là, dans quelle situation je suis, parce qu'effectivement, il y a parfois des situations qui sont vraiment, qui peuvent être vraiment potentiellement très dangereuses. Il faut savoir réagir, évidemment, et c'est génial de pouvoir faire ça. Mais il faut savoir aussi remettre un peu... J'ai dévié de la question, mais... Non, je pense que vous mettez en avant la nécessité d'écoute et de dialogue aussi avec la patiente. Bien sûr. Comme étant peut-être quelque chose de trop souvent écarté dans la pratique très normée aujourd'hui. Et c'est là qu'on revient, pour le coup, du coup, aux pratiques sexistes. Parce que pourquoi est-ce qu'on écoute moins les femmes aussi? Je veux dire, c'est pas anodin. D'ailleurs, il y a des études, pour le coup, avec
qui ont été faites dans d'autres spécialités où il y a des hommes et des femmes, où globalement, les femmes peuvent être moins bien prises en charge en cardiologie, etc., parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes signes. Parce que, en fait, c'est la médecine genrée, quoi, le biais de genre en médecine, en fait, elles seront moins bien soignées. Et du coup, comme, encore une fois, en gynécologie obstétrique, il n'y a que des femmes devant nous, il y a un espèce de truc où, oui, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre qu'elles sont moins bien soignées. Mais il y a quand même cette question de qui on écoute ou qui on n'écoute pas. Qui on infantilise et à qui on parle comme un adulte ou une adulte. Et ça, vraiment, moi, je pense, dans ma pratique, c'est vraiment une des premières choses qui m'a choquée, mais c'est comment on parle. Enfin, parfois, j'ai vraiment eu l'impression que le praticien que j'avais devant moi, et que ce soit, et ça, bon, je vais en parler après, mais que ce soit un praticien ou une praticienne, parce qu'on peut être femme et sexiste. Et voilà. Bien de le redire. On peut parler de ça. Et pourquoi? Et enfin, juste, petite aparté là-dessus, on peut être femme et sexiste, d'autant plus quand on a grandi dans des pratiques qui sont, en fait, il y a une espèce de reproduction voilà, c'est les pratiques de l'habitus, hein, de la manière de travailler et donc de transmettre. En médecine, il y a beaucoup de transmission au lit du patient, il y a beaucoup de transmissions qui ne sont pas dans les livres, qui sont vraiment dans la présence en stage, dans ce qu'on appelle le compagnonnage, être avec les gens, les regarder. Et du coup, on répète encore et encore. Et du coup, quand on est une femme, si on ne se fait pas le geste de déconstruire ces questions et de vouloir du coup avoir une posture féministe, on peut tout à fait dans cette reproduction des mêmes manières de faire. Et du coup, une des premières choses qui m'a choquée, c'est vraiment la manière de parler et d'infantiliser, et notamment les femmes enceintes. Effectivement. Effectivement, Laura, je pense que le maître mot ici, ce sera surtout la déconstruction. Parce que comme vous l'avez tantôt souligné, nous sommes dans un système patriarcal qui est encore aujourd'hui dominé par les hommes dans certains contextes. Je prends le contexte sénégalais, par exemple, où jusqu'à présent, on a beaucoup plus de gynéco-hommes que de gynéco-femmes. Et là, ce sera peut-être une question un peu pratique et qui va un peu répondre peut-être aux autres prestataires de soins qui sont au niveau du panel. C'est justement, moi, je me déclare aujourd'hui comme féministe. Ça fait plus de 5-7 ans que j'ai commencé très tôt à travailler avec les jeunes femmes, notamment par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans la pratique, il faut tout le temps se remettre en question, donc cette notion de déconstruction dont vous parlez tantôt, pour justement se défaire de ce système patriarcal qui a toujours eu tendance à dominer le corps des femmes, depuis l'Église jusqu'à nos sociétés. Et donc, comme vous le disiez, la médecine fait partie intégrante de la société, de la manière dont les gens vivent et se comportent avec les femmes. Et donc, par rapport à ça, nous essayons de développer une approche féministe au niveau des soins, mais il y a de nombreuses barrières qui aujourd'hui encore se posent, notamment au Sénégal. Il s'agit de l'organisation du système de santé et des protocoles, parce qu'on parle carrément de surmédicalisation des soins aujourd'hui, même s'il y a une part à faire entre le taux de mortalité très élevé dans nos contextes. Il y a également la perception même des prestataires de soins, des patientes et de leurs accompagnants par rapport au milieu socioculturel dans lequel toutes ces personnes-là baignent. Et du coup, comment faire en tant que prestataire de soins pour éviter toutes ces barrières qui se mettent en place quand on essaie justement d'avoir cette posture féministe-là dans nos pratiques de tous les jours. Est-ce que vous avez eu vous rencontrez-vous dans votre pratique féministe de la santé des barrières et comment est-ce que vous réussissez à les dépasser? Alors, moi, je pense qu'il faut différencier deux types de barrières. Les barrières de principe, on va dire un petit peu, de personnes qui ne comprennent pas l'enjeu, pour qui le féminisme, c'était bien, c'était il y a 50 ans, mais il n'y a plus d'enjeu, que de toute façon, non, bien sûr, et qui ne voient pas les discriminations, qui ne voient pas les couleurs, qui ne voient pas les sexes, qui ne voient pas les genres, qui ne voient rien, ils disent, mais non, mais moi, je fais mon métier pour tout le monde pareil, il n'y a pas de souci, machin. Alors, moi, dans ces cas-là, pour ce type de barrière qu'on peut appeler du déni, hein, je ne sais pas, mais de personnes pour qui il n'y a pas d'enjeu,
je ramène justement toujours la question à ce qu'on disait tout à l'heure, la question du consentement, de la décision médicale partagée. De dire, mais en fait, et sur des exemples très précis, hein, très concrets, là on parlait des indications de déclenchement, par exemple, ou ça peut être voilà, une stérilisation, le choix d'une contraception, la volonté d'être stérilisé ou pas. La volonté, ça c'est intéressant, en France quand même, la ligature des trompes, donc la stérilisation, la contraception définitive, c'est encadré par la loi. Moi, je ramène toujours à la loi et voilà, aux trucs basiques qui ne sont pas féministes. Je dis, mais en fait, tu n'es pas obligé d'être féministe. Vraiment, tu ne veux pas te définir comme ça n'a pas de sens pour toi, etc. Très bien, pas de souci. Mais sinon, il y a la loi quand même. Donc, la loi Kouchner, c'est le consentement. Donc, en fait, si tu examines quelqu'un sans consentement, bah, déontologiquement et pénalement, c'est répréhensible, en fait. Donc, déjà, ramener à ça. La question de la stérilisation, il y a une loi aussi. Il y a une loi, c'est la demande d'une personne, 4 mois de réflexion, une stérilisation. Il n'y a pas de critère d'âge, à part être majeur, avoir 18 ans. C'est le seul critère. Il n'y a pas de critère d'être marié, de ne pas être marié, d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants. Il y a encore des gynécologues obstétriciens aujourd'hui qui refusent et qui disent mais non, mais quand même, elle va changer d'avis parce que quand elle va rencontrer le bon plan, comme si nos décisions procréatives et ça, c'est la perspective féministe, de dire c'est mon corps, c'est mon choix, c'est ma décision procréative et non, évidemment, je ne vais pas changer d'avis. Je ne suis pas une espèce de petite inconsciente et inconstante qui va changer d'avis parce que je rencontrerai le prince charmant qui viendra me réveiller et qui fera de moi une mère accomplie heureuse. Enfin, ça, voilà, nous, ça, de dire ça entre nous, c'est une perspective féministe. Dire, en fait, on refuse d'être assigné à ça, on refuse que nos utérus ils soient assignés à cette volonté de faire des enfants. Si on le refuse, on refuse. OK, ça, c'est la perspective féministe avec qui je peux parler aux gens qui écoutent ça. Et la personne qui ne va pas écouter ça, bah, je dis tout simplement, en fait, c'est la loi, c'est ça. Je montre la loi, la loi, c'est 18 ans, 4 mois de délai de réflexion, elle demande, tu fais. En fait, et il y en a qui disent oui, mais si elle revient me voir dans 10 ans, et qu'en fait, si elle revient te voir, tu diras que en fait, tu as fait ce qu'elle voulait, c'était la loi. Et voilà, c'est tout. Je pense vraiment ramener à des choses qui, justement... Et ça, j'ai changé de posture. Hein. Je ne disais pas ça il y a 2 ans. Et en fait, je trouve que ça fonctionne mieux. Et surtout sur des gens qui ont un pouvoir, en fait. Parce que là, c'est bien, vous voyez, on parle entre nous et tout. Et moi, je continuerai à me définir comme féministe, à essayer d'avancer les choses et quand il y a des rencontres autour de ça, quand il y a des étudiants, avec les étudiants, pour le coup, j'ai vraiment ce truc de perspective féministe, d'en parler de cette manière-là, parce qu'ils sont en devenir, ils sont en formation, mais sur des personnes qui ont les mêmes pratiques depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui sont persuadées de leur bon droit, qui vraiment nous prennent pour des petites connes à parler de ça, et qui s'en foutent, et qui... la conversation est enregistrée. Et là, je me dis, en fait, je ne vais pas me battre contre des moulins à vent. Je crois que c'est ça l'expression. Je vais pas... en fait, l'énergie, on a une énergie limitée. Et j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs. Et du coup, je ne les ferai pas changer d'avis de manière générale dans leurs relations, je sais pas, intimes. Mais par contre, sur leur profession, sur des trucs qui sont très concrets et vraiment, et là, je pense que c'est important par contre de parler de concret, de parler du consentement pendant l'examen gynécologique, de la stérilisation, des indications de déclenchement, de la césarienne, de vraiment revenir à des choses, et ça, et qu'est-ce qu'on fait, de l'IVG, de l'accès à l'IVG, de l'accès à l'avortement. Voilà. Et en fait, de revenir à c'est quoi la loi, c'est quoi la déontologie, c'est quoi notre métier de médecin. T'es féministe, t'es pas féministe, franchement, on s'en fout. Juste fais ton métier dans les cases et dans les règles, hein, finalement. Et c'est pour ça que parfois, il y a vraiment un truc où je me dis, mais c'est pas enfin, c'est loin d'être révolutionnaire, ce que je dis. Hein. C'est dans toutes les lois depuis 30 ans, quoi. Mais bon, encore faut-il les mettre en application. Et si on prend un enjeu concret comme les violences gynécologiques et obstétricales, qui est un enjeu qui vous anime beaucoup, vous disiez tout à l'heure que c'est un terme mobilisé depuis plus de 20 ans en Amérique latine et dans le monde anglo-saxon. En France, c'est plus récent, peut-être qu'on peut... On peut en parler un peu, ouais. Mais juste, on en a parlé tout à l'heure en off, c'était avant. Absolument. Et en France, on peut dater ça peut-être de 2014 avec le lancement sur Twitter du hashtag Paye ton utérus. Le sujet monte
Et notamment en 2018, un rapport du Haut Conseil à l'égalité est paru et préconisait 3 axes de recommandations. En l'occurrence, mieux reconnaître les faits, mieux prévenir les actes sexistes et enfin, je crois, faciliter les procédures de signalement et condamner sans détour les pratiques sanctionnées par la loi. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis 2018 où en est-on aujourd'hui? Et puis, enfin, comment on peut améliorer la prévention et la prise en charge des VGO? Là, vous avez parlé de loi, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en tant que professionnel de soins? Tout à fait. Moi, je crois vraiment beaucoup à la formation initiale, déjà. Je pense que c'est... alors, quand je dis formation initiale, du coup, c'est tout ce qu'il y a avant le diplôme, quoi, avant d'être... et en l'occurrence, pour nous, pour les médecins, je pense que ça devrait... enfin, moi, en tout cas, d'ailleurs, par exemple, je fais des cours aux externes aussi aux étudiants en médecine. Donc, en gros, il y a étudiants en médecine interne et voilà, avant le diplôme. Je pense que vraiment, et voilà, et les étudiants de sage-femme et les infirmières et tous les soignants, en fait. Hein, il n'y a pas du tout de... notamment... les violences en maternité, les violences gynécologiques et obstétricales, elles peuvent vraiment être perpétrées notamment par des infirmières. C'est pas du tout, voilà, c'est pas qu'un truc de méchant médecin homme blanc de 50 ans. Vraiment pas. Je dis pas ça et je le pense pas. Du coup, voilà, je pense que vraiment axer sur la formation initiale, en parler, les reconnaître. Ce rapport, il est très, très bien. C'est super intéressant quand même que, justement, quand je parlais de loi, quand je parlais de loi Kouchner, de consentement, c'est des lois qui ont attrait au milieu médical. La loi Kouchner, c'est pour toutes les spécialités. C'est pas... ce rapport, il a été lancé par Marlène Schiappa à l'époque, qui était donc au secrétariat, il a été homme-femme. Et c'est intéressant. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, c'est là aussi la perspective féministe et qu'on est à l'intersection, que vraiment on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on est à l'intersection violence médicale et sexisme. Et voilà, que ce rapport et s'il y en a suivi, a été saisi par un secrétariat des égalités hommes-femmes et pas par le ministère de la Santé, par exemple, parce que ça aurait pu. Enfin, en fait, pourquoi pas le ministère de la Santé qui se saisit du sujet, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, il n'avait pas relayé, enfin vraiment, ça ne les intéressait pas. Du coup, voilà, du coup, je pense que c'est un truc, moi, ce rapport, j'en parle dans mes cours, et je pense voilà, qu'il faut le rajouter à la formation initiale, qu'il faut sensibiliser les personnes dans les maternités et dans les lieux de soins, quoi, de soins de santé sexuelle et reproductive au sens large, et que nous, il y a vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, de se remettre en question de manière permanente et d'écouter ce que les personnes ont à dire. Moi, je dis souvent ça, quand je commence le cours, je le commence avec plein d'exemples de ce hashtag. Moi, personnellement, il a changé ma vie. Enfin, sincèrement, c'était en 2014. J'étais interne en gynécologie obstétrique. Ça faisait 3 ans que j'étais interne en 2011. 2014, le hashtag sur Twitter, et je lis. Et donc, je rappelle quand même qu'en 24 heures, il y a eu 7000 témoignages. 7000. Et après, il y a eu plein d'émissions de radio, Et vraiment, moi, je me rappelle de ce truc où je lis les choses et je me le prends mais comme le raz-de-marée, quoi. C'est vraiment, je me dis, mais en fait, il y a... et je reconnais tellement de situations. Et c'est ça qui était fou, je pense, et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui l'ont mal vécu, c'est qu'on n'était pas du tout sur des choses délirantes, où on se dit, mais attends, mais n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Ça doit être une pratique hyper isolée qui existe très peu. Non, pas du tout. Enfin, vraiment des choses du quotidien et des choses que parfois, à force d'être transmises, on ne prenait pas du tout la mesure. Et moi, franchement, avant de... Et j'ai été maltraitante, je le serai à nouveau parce que je suis pas parfaite. Mais depuis avoir lu, et c'est pour ça que moi, j'enjoins tous les professionnels de santé à lire ces témoignages, à vraiment les lire, essayer de les ressentir un peu dans leur corps, quoi, essayer de les lire avec empathie, en se mettant à la place. Et je pense que ça peut nous faire quand même pas mal progresser, de quitter le côté surplombant on nous apprend hein, dans un truc un peu élitiste de formation médicale, on nous apprend beaucoup à être surplombant, ça va avec la médecine paternaliste, etc., à avoir notre idée sur tout.
et sur tout le monde. Et là, voilà, essayer de se mettre juste en tant que personne qui lit le témoignage d'une personne. Et moi, encore une fois, je parle de ma vie, hein, mais mes propres maternités m'ont fait aussi... on fait bouger mon regard là-dessus. Et voilà, je pense que écouter vraiment, enfin, c'est-à-dire que c'est comme le MeToo, c'est comme... il y a la libération de la parole, c'est bien. Après, il y a l'écoute de la parole par les personnes qui sont concernées. Et en l'occurrence, même s'il y a des choses il y a des violences qui sont systémiques et qui sont... Alors, plus le systémique, parce que tout est OK, mais qui sont institutionnelles aussi. Moi, par exemple, je pense que c'est pas... qu'on ne peut pas être bien traitant après 24 heures de garde. Ou après 20 heures de garde, quand il est 4 heures du mat aux urgences. Les internes là, qui ont encore 24 heures de garde en France à l'hôpital, je pense vraiment que ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut aussi qu'on se mobilise pour le... Et ce que font les sages-femmes en ce moment, les sages-femmes qui disent, enfin là, les maternités se vident de leurs sages-femmes, elles sont en grève tout le temps, et franchement, elles ont raison, on essaye de les soutenir comme on peut, c'est compliqué, mais en fait, il y a aussi les conditions de travail. Il faut se battre pour les conditions de travail aussi, et parce qu'il y a des moments où quand on peut pas, voilà, quand on a 15 patientes qui accouchent et qu'il n'y a que 10 chambres, ça passe pas. Et bien sûr, là, c'est de la maltraitance institutionnelle parce que vraiment, c'est pas... On peut faire du mieux qu'on peut. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais tout ce qui ne relève pas de l'institution, il y a quand même beaucoup de choses qui ne relèvent pas de l'institution, c'est faire un travail sur soi, en parler, lire, écouter ce que les gens ont à nous dire et se remettre tout le temps en question et laisser aussi la place quand on parle aux patientes en face-to-face, en consultation, laisser la place à la critique. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas ou qu'elles ne veulent pas répondre, essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, une fois, c'est des êtres humains qui sont en face de nous, ils ne veulent pas nous répondre, ils ne sont pas d'accord avec notre préconisation, les examens qu'on peut faire, les traitements, etc. Pourquoi pas, mais c'est de comprendre pourquoi plutôt qu'être dans une posture de oh, elle veut pas ça. C'est des choses qu'on entend, quand la main, elle est chiante, elle veut pas ça, tant pis pour elle. Le chantage aux soins, ça existe. Hein. C'est malheureusement, et parfois de personnes, enfin, moi, le dernier que j'ai entendu, c'est venu d'une personne qui m'a étonnée. Après, c'était autour du Covid, donc peut-être que ça cristallise beaucoup de choses aussi, le Covid, mais où en gros, il disait qu'il ne lui ferait pas d'arrêt de travail si elle ne voulait pas se faire vacciner contre le Covid. Et j'étais genre, mais en fait, c'est quoi ça? On ne fait pas du chantage aux soins. Enfin, bon, bref. Encore une fois, j'ai fait des détours, mais tous les détours sont permis. Ouais, ça Voilà. fait... C'est des détours qui font sens. Et je pense que par rapport au dernier point que vous avez souligné, surtout par rapport aux violences qui sont favorisées par l'organisation même des institutions, je vais rebondir sur cela parce que au cours d'une enquête que je faisais au Sénégal, donc, il est très vite ressorti que le maître mot, finalement, c'était pour les prestataires de soins d'arriver en fin de garde avec le moins de décès maternels possible. Parce que justement, il y avait cette mortalité élevée dans nos contextes africains, subsahariens. Et du coup, pour certaines prestataires aujourd'hui, je dis certaines parce que j'ai rencontré beaucoup de sages-femmes, c'est pas pour faire de la stigmatisation, mais on a plus de sages-femmes au niveau des services de gynéco. On a quand même aussi des gynécos et des obstétriques. Et donc, ce qui est très vite ressorti, c'est quoi? C'était que parler un peu de ces violences gynécologiques et obstétricales-là, c'était comme si en fait, c'était un sujet qui allait dans le domaine du luxe. On a d'autres priorités. Il s'agit de sauver la vie de la mère et d'avoir un enfant bien portant en fin de garde. Et du coup, tous les moyens étaient bons. Et c'est un discours qui est ressorti très vite. Et finalement, quand on leur parlait de violence gynécologique, ce qu'ils nous disaient, c'était que non, on ne fait pas de la violence, on sauve des vies, comme tantôt je pense qu'on en a un peu discuté. Et donc, dans ce contexte-là où la mort est encore très prégnante dans nos pratiques, comment faire justement pour soulever ce sujet-là? Parce que on a vu qu'en France, ce n'était en 2014, dans les pays de l'Amérique latine, ça a été un peu plus ancien. Mais comment faire finalement émerger ces sujets-là de manière prégnante et que cela soit un sujet de conversation, surtout au niveau des prestataires de soins?
Ouais. Franchement, j'entends très très bien cet enjeu. D'ailleurs, en France, il y a eu beaucoup ces discours-là. Alors, il s'avère qu'en France, ça ne correspond plus à la réalité. Et notamment, aujourd'hui, la première cause de décès après l'accouchement, c'est plus l'hémorragie, c'est la dépression du postpartum, c'est le suicide. Et ça, c'est beaucoup plus facile du coup de faire passer ce genre de message quand justement on se dit, en fait, l'organisation des soins, pour le coup en France, fait que en fait, on meurt plus beaucoup. Bien sûr, il y a encore des embolies amniotiques, des hémorragies, etc. Mais moi, je trouve que ce dernier chiffre, qui est de la dernière enquête périnatale, c'est énorme, en fait, de dire que maintenant, c'est le suicide. Et que le suicide, c'est bien sûr donc le suicide en lien avec la dépression du postpartum, c'est pas que l'accouchement, ça c'est clair, c'est toute l'organisation de la naissance en France aujourd'hui, mais c'est aussi parfois un véritable trauma obstétrical. Du coup, j'entends bien, et alors que les médecins, je vous dis ça parce que les médecins avant, les gynécologues obstétriciens notamment, c'était un grand discours de dire ça. Mais on sauve des vies, on sauve des vies, on sauve des vies. Voilà, c'est grâce à nous, les femmes et les bébés ne meurent plus. Déjà, il faut toujours resituer un petit peu. Hein, un des trucs qui a révolutionné l'obstétrique, c'est quand même le lavage des mains. Hein, avant de. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est avant, les femmes, elles mouraient beaucoup, non, merci, c'est Melveis, hein, mais d'infections puerpérales. Donc, c'est voilà, déjà replacer un peu les choses dans leur contexte. Après, poser la question de la iatrogénie aussi. On sait que en fait, quand on a, et notamment, là, il y a de plus en plus d'études qui sortent sur les accouchements à domicile, lorsqu'ils sont bien, l'indication est la bonne, parce que c'est des grossesses à bas risque, en fait, en accouchement à domicile, il y a beaucoup moins de complications, il y a beaucoup moins de complications fétales, de complications maternelles, il y a beaucoup moins d'hémorragie, il y a beaucoup moins de déchirures. En fait, il y a beaucoup moins de toutes les complications, encore une fois, quand c'est des grossesses à bas risque. Vraiment arriver à faire cette espèce de part des choses, de dire, mais en fait, si on déclenche tout le monde, on sait qu'on crée de la pathologie aussi, on sait que l'ocytocine, que les péridurales, etc., il peut y avoir des chutes de tension, que les chutes de tension, ça fait des ralentissements cardiaques, le ralentissement cardiaque, on va faire une césarienne en urgence. Donc, en fait, c'est un peu facile de se poser comme sauveur du monde quand on a soi-même créé la pathologie. Enfin, vous voyez, on casse quelque chose et on le répare. Peut-être qu'on aurait pu ne pas le casser à la base. Et alors là, et en fait, pour ça, je n'ai pas vos stats à vous et vos chiffres à vous, mais je pense que vraiment, il y a vraiment la question d'arriver à faire la part des choses et à se dire qu'on crée aussi des choses, qu'on crée des vrais traumas, et notamment étudier la dépression du postpartum, étudier les conséquences ça fait des vrais syndromes de stress post-traumatique en fait. Et du coup, après, la santé, c'est un ensemble, c'est pas juste être vivant. C'est pas juste avoir un enfant vivant, c'est vivre bien. Ça, on peut ramener à l'OMS, c'est la base. Hein, voilà, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. C'est pas juste être vivant. On n'est pas dans un truc de survie. Donc, si on ne prend pas en compte toutes ces choses-là, ok, on peut être vivant et voilà, avoir des véritables conséquences sur la santé physique et psychique de ces violences, notamment le syndrome de stress post-traumatique, mais aussi après une diminution du recours aux soins. On peut ne plus revenir consulter parce qu'on a peur, on peut ne plus jamais vouloir avoir de rapport sexuel parce qu'on est traumatisé, et on peut avoir du coup un mari qui devient violent parce que, en fait, on peut aller loin comme ça. Hein, il y a des véritables conséquences. Et enfin, je voulais dire un dernier truc par rapport à ça. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Mais dans le truc ça dépend des choses locales. Mais non, mais je pense, voilà, de vraiment différencier, c'est pas ça que je veux dire, mais je le dis, c'est de différencier aussi le niveau de risque, en fait. Que oui, il y a des grossesses qui sont beaucoup plus à risque, et que quand on atteint un bébé de 5 kilos, oui, bien sûr, il y a des... C'est pas là qu'il faut aller accoucher dans la forêt toute seule. Ok, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus à risque que d'autres, mais voilà, arriver encore une fois à sortir un peu la tête du protocole en restant sur la médecine basée sur les preuves au maximum, en se disant que la médecine n'a pas toutes les preuves, que les chiffres ne font pas tout, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas, qui sont pas complètement élucidées, étudiées. Voilà, en restant assez humble, je pense, sur ce qu'on peut apporter comme preuve déjà, et rester là-dessus. Et après aussi, et ça demande du temps et de l'énergie, et c'est pour ça qu'il y a des questions organisationnelles derrière, ça demande du temps de déprotocoliser.
Et ça, c'est vraiment, on le voit dans les salles de naissance. Hein, on est revenu à des durées de travail beaucoup plus longues aujourd'hui, là, avec les nouvelles recommandations sur les accouchements physiologiques, etc. Et ça veut dire aussi un temps d'occupation des salles plus long. Ça veut dire aussi des transferts parce que des femmes arrivent en travail, elles n'ont pas de salle pour accoucher. C'est toute une organisation des soins. Donc oui, pour pouvoir être dans la discussion, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la décision partagée, etc., avoir du temps à consacrer à ça. Et après, voilà, pour faire des soins de qualité, il faut aussi avoir du temps à consacrer à ça. Et ça, malheureusement, individuellement, on est bien peu de choses pour ça. Et c'est là que l'organisation collective et que les associations, que les lobbies, que les collectifs d'usagères, etc., ont tout leur sens, quoi, à faire en sorte. La santé est politique. Tout à fait. Tout est politique de toute façon. Est-ce que Laura, vous accepteriez maintenant de parler d'éducation sexuelle? Oui. Oui. Avec plaisir. Bon, très bien. Dans votre livre, vous posez notamment la question suivante. Ne voulons-nous pas apprendre aux petits et aux petites que leur corps leur appartient? C'est une question qui résonne tout particulièrement à Equipop. Si là, nous répondions tous et toutes en chœur oui, pensez-vous que l'éducation sexuelle positive est quelque chose qui nous permettra d'atteindre ce but? Et à quelles conditions? Et qu'est-ce que l'éducation sexuelle peut apporter d'autre encore? Alors, déjà, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que quand on parle d'éducation à la sexualité positive ou positive à la sexualité, souvent on utilise les deux termes et on n'est pas dans quelque chose, je préfère le préciser parce que parfois c'est mal interprété, on n'est pas dans quelque chose qu'on pourrait appeler de sexe positif, en sens de dire c'est génial le sexe et grâce à ça vous allez être heureux et en bonne santé. C'est pas ça l'enjeu de l'éducation positive. L'éducation positive, c'est de basculer, encore une fois, de changer un petit peu le regard, de ne pas la centrer uniquement sur les risques. Et ça, alors, en France particulièrement, je ne connais pas bien le contexte international. En Afrique, je ne sais pas, mais par rapport à d'autres pays, notamment effectivement anglo-saxons et du Nord, on est beaucoup en retard par rapport à ça. Parce que, et l'OMS, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des recommandations internationales autour de ça. Du coup, une éducation sexuelle positive, c'est de passer un peu de parler que de risques, que d'infections sexuellement transmissibles, de risques de grossesse non désirée et d'IVG, quoi, globalement, ce qui est encore malheureusement beaucoup fait en France, où on focalise beaucoup là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire ne pas en parler, c'est très important d'en parler, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la sexualité. La sexualité, c'est un domaine qui est vaste. Ça fait appel à beaucoup de choses différentes. Quand je dis beaucoup de choses, c'est les sociologues l'appellent un fait social total, ça renvoie à tout, ça renvoie à la religion, au mariage, à l'école, enfin voilà, notre sexualité, elle est partout tout le temps avec nous. Hein. Les homosexuels, ça fait pas longtemps qu'ils peuvent se marier, par exemple, ils peuvent avoir des enfants. Voilà. Donc voilà, c'est large la sexualité, et du coup, c'est vraiment arriver à parler de tous ces enjeux-là, de tous ces domaines-là, de ne pas le focaliser sur justement le biologique et la maladie, quoi. D'arriver à dire, bah voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans, et on peut en parler autant de ce que ça peut nous apporter de positif, et du coup, parler de désir, de plaisir, d'organes génitaux, de clitoris, de machin, tout en ayant toujours en tête que ce n'est possible, enfin le revers de ça, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi, que tout ça, c'est possible de parler de désir et de plaisir et de joie autour de la sexualité si on parle de violence sexistes, de violences sexuelles, et du coup de lutte contre ces violences sexistes et sexuelles. Et donc, si on parle voilà, de consentement, des qualités des sexes, des qualités des genres, et voilà, qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Parler de plaisir sans parler de consentement, ça n'a pas de sens. Et du coup, qu'est-ce que ça peut apporter? Enfin, et c'est ça hein, tout l'enjeu de l'éducation à la sexualité, et quand c'est commencé jeune notamment. Et c'est pour ça que c'est toujours terrible en tant que professionnel de santé, où je pense que de l'éducation, c'est pareil aussi, doivent ressentir ça, où il y a des accusations
de détourner les enfants du droit chemin parce qu'on va leur parler sexualité. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de triste là-dedans, voilà, de ne pas avoir compris que plus on peut en parler, plus le sujet n'est pas un sujet tabou, justement, plus ça devient un sujet à la fois comme les autres et à la fois tout en faisant comprendre aux enfants, car nos enfants ne sont pas idiots, que c'est aussi un sujet intime et que ce n'est pas parce qu'on peut parler des choses de manière générale, qu'on n'est pas obligé de parler de tout, qu'on ne parle pas. Quand on est en séance d'éducation, par exemple, avec d'autres ados, on ne parle pas de soi, de sa propre expérience, que de toute façon, voilà, l'accès au porno, par exemple, les jeunes vont l'avoir. Ça ne sert à rien de se dire en tant qu'adulte, oula, non, il ne faut pas faire ça. Merci, mais il ne faut pas faire, ça n'a jamais empêché qui que ce soit de le faire. Par contre, dire, vous pouvez avoir un regard critique là-dessus. Il y a des choses qui sont, il y a vraiment des représentations dans le porno, et il y a des représentations aussi dans les films, les séries mainstream qui passent à la télé dimanche soir ou sur Netflix, quoi. Il y a des représentations sexistes, il y a de l'hypersexualisation des femmes, il y a des violences de genre, beaucoup dans ces représentations-là. Il y a une représentation de l'amour comme sacrifice. Voilà, donner des outils pour se forger un esprit critique et se dire, bon, à la fois, c'est la fiction, bon, voilà, on peut imaginer aussi que bientôt il y ait d'autres fictions. On n'est pas obligé de refaire toujours les mêmes fictions. En attendant, ça existe, et les films d'il y a 30 ans, on va toujours les voir, parce que voilà, si on met des alertes avant, on va encore les voir. Du coup, voilà, dire que certes, ça existe, ça va continuer à exister, mais on peut avoir un regard critique, et on peut, du coup, dans notre vie à nous, et c'est là que c'est toujours le lien intime politique, quoi. Il y a vraiment ce truc de se dire, mais en fait, oui, il y a un système global, et un système global qui est plutôt défavorable, et c'est pour ça qu'on est féministe, qui est défavorable aux femmes, aux minorités sexuelles, aux minorités de genre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans notre vie? Et moi, c'est ça ma posture de praticienne, en fait. De toute façon, moi, sinon, je baisse les bras tout de suite, j'arrête mon métier. Enfin, en fait, c'est là, dans la relation à l'autre, dans le ici et maintenant. Et du coup, que ce soit ma relation aux patients, aux patientes, quand on parle à des ados, quand on a des relations interpersonnelles, ce soin quand même à se dire, bon, ouais, je ne suis pas obligée de reproduire la même chose, je peux me questionner, je peux avancer moi-même. Et il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit moi, franchement, les séances d'éducation à la sexualité avec les ados qu'on fait à Paris, c'est hallucinant. Mais moi, à leur âge, jamais j'aurais pensé le 10e de ce qu'ils me disent. C'est vraiment... et bien sûr qu'il y a quand même un truc de... C'est pas partout pareil, c'est pas les mêmes... Il y a aussi des inégalités sociales là-dedans, clairement, mais il y a quand même des discours aujourd'hui qui diffusent, qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui n'existaient encore moins il y a 10 ou 20 ans. Donc, il y a des choses qui se passent, et il y a vraiment ce truc à prendre le train, quoi. Et bien sûr qu'il y a des forces contraires, hein, le backlash, hein, voilà, il y a des forces contraires, mais moi, je préfère ne pas y penser, et dire, ouais, en fait, il y a aussi il y a une énergie, et la prendre et faire partie de ça, parce que moi, j'ai toujours ce truc un peu d'aller-retour de... s'ils me disent tout ça, c'est parce qu'il y a des choses dans la société qui changent, qu'ils voient justement d'autres manières et que de là, d'en parler sur les réseaux, de faire des nouveaux films, des nouvelles manières de représenter les choses, etc. Ben, en fait, eux et elles, ça leur fait changer des choses, et que comme eux, ils sont en train de changer, ben, ça change la société aussi en retour. Il y a vraiment un truc d'aller-retour permanent, et moi, j'ai vraiment cette intime conviction. Et moi, je l'ai vécu aussi à l'hôpital dans un truc très... j'ai l'impression que, pour partir sur la question d'avant, il y a des choses qui changent. Et on voit, quand on parle aux personnes, quand on essaye d'avancer ensemble, en fait, c'est pas vain. Je pense vraiment que c'est pas vain tout ce qu'on fait, que c'est pas vain de parler aux gens, d'essayer de... Et que ceux qui sont pas du tout d'accord, qui sont vraiment dans un... Eh ben, c'est pas à cela qu'il faut parler. Moi, je pense que voilà, il faut avancer. C'est comme je disais tout à l'heure, à ceux qui disent, moi, je serai jamais féministe, vous me saoulez. Ben, très bien, déjà, respecte juste la loi, c'est très bien. Ben, avec l'éducation à la sexualité, c'est pareil, quoi. Plus il y a de gens et plus il y a une dynamique, et le monde change, en fait. De toute façon, on le voit très bien, depuis les années 60, le monde a changé. Donc, en fait, ça va continuer, et ça va de plus en plus vite, parce que les réseaux, parce que Google, parce que voilà, et ça, pour le meilleur et pour le pire, mais le fait est que ça continue, et ça va de plus en plus vite. Donc, faut prendre le train en marche, on peut pas juste dire, bon, bah, tant pis, ça sera... Enfin, il faut que ça se fasse avec nous. Ouais.
peut-être que ce sera un peu plus lent dans notre contexte à nous, parce que dès l'instant où tu parles d'éducation sexuelle, qu'elle soit complète ou positive, ben, il n'y a plus personne. Et c'est très dommage. Peut-être revenir un peu sur la représentation du corps des femmes, surtout. Je donnerai peut-être, en parlant d'éducation à la sexualité, l'exemple du docteur Jean Diao, qui est une sexologue et qui est un peu notre Laura Berlingo au Sénégal, qui nous disait que justement, beaucoup de gens ne savent pas que l'hymen n'existait pas chez toutes les femmes. Et que malheureusement, nous, dans notre contexte traditionnel africain, où c'est un organe carrément à part qui a son poids dans certaines communautés, ça pose énormément de problèmes. Et vous, dans votre roman, dans votre livre, justement, vous nous parlez de la méconnaissance du clitoris. Je pense que c'était déjà à l'entame du livre. Sur ce point particulier, de quoi cette représentation inaboutie finalement du sexe féminin et surtout peu partagée est-elle le symptôme? Est-ce qu'il y a une grande avancée par rapport à cette représentation du corps des femmes que nous, aujourd'hui, nous en faisons? Et comment parvenir finalement à une meilleure connaissance voilà, du corps des femmes par elles-mêmes et par les autres? Ouais. Alors, je pense qu'en France, c'est vraiment très drôle ce qui vient de se passer autour des représentations du clitoris. Enfin, ces 5 dernières années, ça a commencé il y a un peu plus de 5 ans. Alors, ça a vraiment commencé il y a 10 ans avec Caroline de Haas, où elles ont collé des clitoris dans la rue, où elles demandaient aux passants qu'est-ce que c'est, et tout le monde disait des poumons, un truc. Enfin, c'était vraiment... Elles sont un peu vieilles, ces images, on les retrouve facilement sur Internet. C'est vraiment assez drôle. Bon, voilà, ça a beaucoup évolué. Mais ces 5 dernières années, c'est devenu un peu... et là, on en revient un peu, et tant mieux, je pense, parce que c'est devenu un peu un emblème, quoi, le totem, la révolution, la nouvelle, enfin le nouveau féminisme, la nouvelle révolution sexuelle, la révolution clitoridienne, avec beaucoup de choses, beaucoup ce petit clitoris, quand même, c'est pris beaucoup de responsabilités dans la tête, je pense. Et à la fois, c'est bien pour les représentations. Il y a des choses, 2016, première fois qu'un clitoris est représenté dans des manuels, donc c'était les éditions Magnard qui ont fait, pour la première fois, c'était pas un petit point avec des jambes écartées ou tout sur une vulve, quoi. C'était l'ensemble du clitoris. Et franchement, c'est super parce que en face, il y a un pénis qui est entièrement représenté. Donc, il n'y a aucune raison que le clitoris ne soit pas représenté, certes. Et du coup, voilà, et en même temps, voilà, le fait qu'il soit représenté, en même temps, voilà, au bout d'un moment, je pense que l'enjeu aussi, et alors, de quoi c'est le symptôme? C'est juste le symptôme d'une invisibilisation de dizaines, de centaines d'années. Alors, c'est toujours un peu... Enfin, l'histoire du clitoris, elle est assez marrante, hein, parce qu'il était représenté au Moyen-Âge, notamment, puis après, il a disparu des manuels, et notamment, il a été complètement enterré par Freud avec toutes les théories psychanalytiques autour de l'orgasme... que le clitoris, c'est l'orgasme clitoridien, donc il y a un orgasme infantile, et que pour devenir une femme, faut passer à l'orgasme vaginal, ce qui tombe bien, parce que la pénétration pénis-vagin permet de faire des enfants. Voilà, ça tombe plutôt bien. Et donc, voilà, en tout cas, on est héritière de cette histoire-là. Et donc, on arrive à un moment où, début 2010, voilà, il revient sur le devant de la scène, et c'est bien. Et c'est tout ce truc voilà, de réappropriation, de connaissance. Mais une fois que c'est là, je pense que vraiment, ce qu'il faut quand même avoir en ligne de mire, c'est que si le féminisme, c'est aussi arriver à une égalité des sexes, c'est de ne pas non plus tout cristalliser autour de ça, quoi. C'est-à-dire, et moi notamment, je me demande combien de garçons connaissent leur prostate et savent la situer sur une planche anatomique, par exemple. Et combien de filles connaissent la prostate et savent la situer sur une planche anatomique. Donc, je pense qu'il y a quand même un côté où si les féministes ont pris ce sujet-là à bras-le-corps, c'est parce qu'il y a eu une invisibilisation pendant très longtemps. Et donc, c'est génial qu'il y ait eu ça. Mais qu'il y a quand même un truc qu'il va falloir dépasser avec ça, quoi. Que justement, il faut arriver à quelque chose d'égalitaire, et que voir des clitoris partout placardés sur les murs, sincèrement, moi, je rêve du jour
où on n'en aura plus besoin, en fait. Parce que personnellement, voir des pénis partout sur les murs, ça me... Non, mais ce n'est pas une passion, vous voyez. Et quand on était ado, par exemple, des pénis dessinés partout sur les tables, moi, franchement, c'est pas agréable de voir ça. Je ne sais pas, je trouve pas ça... Et du coup, quand voir des clitoris partout, bah, je trouve... Enfin, voilà, ça fait un peu réel de dire ça, je suis désolée. Mais je pense qu'il y a enfin, voilà, qu'il faut quand même faire une petite... qu'il y a des avancées, mais que si on ne veut pas, ça se retourne contre nous et qu'on ne veut pas non plus que... Moi, je pense qu'il y a aussi d'autres révolutions à mener, féministes, hors de la révolution sexuelle. C'est un enjeu. Franchement, c'est un enjeu de... Mais il y en a d'autres. Enfin, il y a aussi l'inégalité des salaires, la répartition des soins aux enfants, des tâches domestiques. Je ne vais pas vous la faire, hein, mais il faut faire la liste de tout ce qui reste à faire. Mais il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est un enjeu comme un autre. Enfin, voilà, c'est un enjeu, la sexualité. Et c'est un enjeu le sexe, mais aussi de... Et c'est différent. Je pense que l'exemple de l'hymen et du clitoris, c'est différent aussi. Parce que l'hymen, on parle de traditions qui peuvent tuer des personnes, quoi. Je veux dire clairement, avec des traditions qui sont très, où c'est le corps qui doit rester vierge et voilà, qui doit saigner la première fois, etc. Dans le clitoris, il y a quand même une chose différente. C'est plus tourné autour du plaisir et de dire, bah voilà, c'est le seul organe féminin qui a 8000 terminaisons nerveuses qui ne sont dédiées qu'au plaisir. Donc je pense que l'enjeu, il est quand même pas tout à fait le même. De la manière que si on parle des mutilations génitales féminines, par exemple, j'allais un peu là. Là, oui, du coup, l'enjeu, il revient à l'hymen. Je suis bien d'accord. Ça dépend de la manière dont on en parle et de ce qu'on en dit. Mais en France, en France, l'enjeu, il n'est pas tellement là. Il est vraiment sur ce truc de dire le clitoris, c'est la représentation du plaisir féminin. Et c'est important, le plaisir féminin, mais il y a plein de choses importantes, et notamment l'éducation à la sexualité, comme je disais, les violences sexistes et sexuelles, c'est important aussi. Donc, en fait, une personne, un homme qui saura très bien utiliser un clitoris et faire jouir une femme, mais qui, à côté de ça, la frappera et l'obligera à avoir des rapports sexuels, en fait, c'est loupé. Hein. C'est pas ça, l'avancée. Mais du coup, après, bien sûr, si on parle de mutilation génitale féminine, on est encore dans un autre sujet, et là, on est vraiment dans le... C'est plus le clitoris... plaisir, c'est aussi le clitoris pour le coup représentation de la femme et du fait de lui faire du mal, quoi, de contrôle de son corps, de refus sachant que voilà, que les mutilations génitales féminines, ça regroupe beaucoup de choses, de la clitoridectomie du gland simple entre guillemets à vraiment voilà Laura oui, Dairadi, je vous propose, nous avons encore, Dairadi et moi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de questions. Néanmoins, le temps passe. Et on aimerait bien pouvoir donner la parole aussi à toutes les personnes qui sont là autour du Zoom. Donc, peut-être qu'on peut ouvrir un temps de questions-réponses, de dialogue avec vous tous et toutes. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous avez des questions et on les prendra. Est-ce que des questions vous brûlent les lèvres? Si c'est le cas, c'est le moment. Peut-être commencer avec les questions sur le chat. Pardon? Oui, il y a quelques questions déjà. Il y a eu beaucoup de réactions déjà, mais qu'on a traitées au fil de la conversation, notamment le point sur les MSF. J'ai vu aussi une question très technique. Est-ce que peut-être sentez-vous libre de vous manifester sur le chat si vous souhaitez poser des questions? Si vous ne prenez pas cette opportunité, on est reparti pour une heure, Dairadi et moi-même. Hein. Qui a une question? Vous avez Laura, des remerciements pour votre présentation formidable. C'est gentil. Hello, bonjour. Oui.
Oui, j'ai posé une question sur le chat concernant la stérilisation définitive. Alors, je suis sage-femme, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la question, bien sûr. Et néanmoins, j'ai eu des témoignages de patientes concernant un gynécologue homme, pour le coup, qui arguait que la stérilisation définitive n'était pas envisageable pour une patiente qui n'avait jamais eu d'enfant, dans la mesure où aucun retour en arrière n'était envisageable. Parce qu'il évoquait le fait que le dispositif est sûr, alors qui est donc une sorte de petit ressort qu'on peut... je parle évidemment sous le contrôle très précis de Laura Berlingot. Ce dispositif empêchait totalement un retour en arrière, contrairement au clip qu'on n'utilisait plus. Voilà, donc je ne me suis pas renseignée sur ce sujet pour creuser la question et je voulais savoir un peu ce qu'il en était. Alors, les échours, qui sont effectivement on les met en ce qu'on appelle hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on met une petite caméra dans l'utérus et on va mettre effectivement des ressorts au niveau des trompes. Ça fibrose et après, c'est effectivement bouché. Le problème, le fait est qu'aujourd'hui, c'est interdit en France. Ça a été retiré du marché, donc de toute façon, c'est plus utilisable. Donc, en fait, non, la stérilisation et donc la contraception définitive aujourd'hui ne passe que par la célioscopie et justement les clips. Mais les clips, on ne met pas que des clips. Très souvent, on coupe au niveau de la trompe, voire on enlève la trompe parce qu'il y a un risque théorique de cancérisation. Enfin bref, ça se voit. La technique se discute au cas par cas avec le chirurgien, la chirurgienne qui fait le geste. Mais en tout cas, effectivement, il faut considérer que c'est définitif. Ça, on est bien d'accord. C'est le principe même. Sinon, on met un stérilet. Si on ne veut pas de contraception définitive, voilà, il faut quand même vraiment toujours partir du principe que c'est définitif. Après, même en n'ayant pas de trompe ou des trompes coupées, juste parce qu'il y a des techniques de remise de microchirurgie où on pourrait remettre les trompes, ça marche très mal, ça fait des grossesses extra-utérines, enfin bref, c'est pas génial. Donc, il faut partir du principe que c'est définitif. Après, il y a toujours la question de la PMA et notamment voilà, de l'insémination et enfin pas l'insémination, mais de la FIV pour le coup, si jamais il y a un changement d'avis plus tard. Et c'est pas tellement, enfin, je veux dire, c'est que, dire à quelqu'un, enfin, dans le cas de ce gynécologue, dire je ne le fais pas parce que c'est définitif, on peut pas revenir en arrière. Enfin, pour moi, c'est pas la question, c'est pas son opinion à lui qu'on lui demande, qu'on demande. C'est le choix de la patiente. Tout à fait. Mais je dis pas que c'est vous qui avez dit ça. Hein. J'entends bien, mais c'est voilà, c'est que en fait, c'est typiquement ce genre de personne qui veut dire que ce sont des mauvais arguments parce que ce soit définitif ou pas. Finalement, c'est la patiente qui le demande, et donc on part du principe que oui, c'est définitif. C'est aussi une question que je vous posais parce que le chantage dont vous parliez peut être effectivement facilement utilisé, et notamment le fait que vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas savoir, vous changerez forcément d'avis. C'est aussi mais en fait, c'est dingue parce que quand même, moi je pense notamment à la chirurgie esthétique. Il n'y a personne, et les chirurgiens esthétiques, ils ne disent pas vous êtes sûr du 90C, je ne sais pas, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, le nez, machin, vous avez peut-être changé d'avis. Enfin, c'est quand même très particulier en gynécologie. Alors, il y a il y a des gens, je sais, j'ai déjà eu l'argument. Enfin, voilà, je sais qu'on me contre-argumente en disant, mais justement, c'est le principe de la chirurgie esthétique, c'est de l'esthétique, donc les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je fais de la vraie médecine. Voilà, donc je peux décider ou pas. Voilà, encore une fois, moi, dans ces cas-là, je renvoie au consentement, à la décision médicale partagée, à l'autonomie des personnes, au choix des patients. En fait, juste, on n'a pas à demander son avis, quoi. Et non, personne, et à ceux qui diront oui, mais si la patiente se retourne contre moi, à partir du moment où on est dans le cadre légal, c'est-à-dire les 4 mois d'attente et plus de 18 ans, il n'y a personne qui va porter plainte pour ça. Hein. Donc, non, il n'y a personne qui se retournera contre le chirurgien ou la chirurgienne. Laura, vous vous référez souvent à la loi. Est-ce que vous voyez des avancées en termes de loi encore à conquérir? Non, pas récemment. La grande avancée qu'on attend, c'est la loi pour l'IVG, pour l'augmentation des délais. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais du coup, en France, on est à 14 semaines d'aménorrhée actuellement pour un passage à 16 semaines d'aménorrhée. Bon, moi, je trouve ça complètement insuffisant, et je pense que dans une perspective féministe, l'IVG devrait être sans délai. C'est-à-dire que zéro encadrement par le législateur ou par le médecin.
parce que, comme je disais tout à l'heure, après, ça c'est toute une question et je sais qu'il y a probablement des gens qui m'écoutent qui se disent mais elle dit n'importe quoi. Après, à 22 semaines, c'est un bébé et s'il naît, il peut être viable, etc. Bon, je pense que dans une perspective féministe, le seul argument, c'est que tout ce qui est dans l'utérus d'une personne, d'une femme, lui appartient, quoi. C'est son corps, c'est sa vie, et que jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance, notamment, du moins, c'est elle qui doit pouvoir choisir, que les femmes choisissent en âme et conscience, que c'est difficile, que plus on attend dans la grossesse, plus c'est difficile, et que souvent, malheureusement, si on attend, c'est qu'on n'a pas attendu, c'est que soit on ne savait pas, soit on n'était pas dans la possibilité de faire un avortement. Donc, voilà, ça reste des situations qui sont rares, heureusement, mais qui existent et pour lesquelles on devrait pouvoir faire quelque chose. Et entre 14 et 16, j'attends que ça passe, parce que pour moi, pour le coup, c'est une aberration à 2 semaines près. Il y a plein de femmes qui au premier trimestre, c'est au Sénat maintenant de se prononcer. Ouais. Ouais, donc on attend ça. Après, on attend surtout on parlait d'éducation à la sexualité, il faut surtout attendre que les lois elles soient vraiment mises en application. Depuis 2001, 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par classe d'âge. Bon, il y en a, quand il y en a, c'est 3 par vie. Donc voilà, ça c'est une loi de 2001. On est en 2022. Donc il y a l'enjeu de la mise en œuvre de ces lois et des moyens qu'on met pour que la loi se traduise dans les faits, c'est ça. Est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui me demande est-ce que vous pratiqueriez personnellement des IVG à 36 semaines d'aménorrhée? Et donc la question est oui. La réponse est la sienne. Ma réponse est oui. Et en fait, IVG, c'est toujours difficile d'appeler ça IVG. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, qui est les interruptions de grossesse pour motif médical, alors que ce soit pour motif fœtal, genre les anomalies cardiaques du cerveau, etc. Et pour les motifs maternels, et sachant que les motifs maternels... Oui, non, mais je réponds. C'est une petite non IVG, mais oui. Et du coup, que dans le motif maternel, il y a aussi toute la détresse maternelle, et que notamment, il est arrivé en France qu'il y ait des femmes qui aient fait des dénis de grossesse majeures, qu'elles aient eu des parcours migratoires horribles, que ce soit des grossesses issues de viols, qu'elles aient 16 ans, 12 d'ailleurs. Moi, j'ai une fille de 12 ans. Et en fait, qu'est-ce que la loi française dans ce cas prévoit l'IMG? Mais du coup, pour moi, c'est pas... on est dans je ne vais pas faire du misérabilisme, mais on est dans la même perspective. On n'arrive pas enceinte comme ça. Il faut pas, en fait, l'IVG à 36 semaines sur un coup de tête, ça n'arrive pas. C'est toujours des situations catastrophiques qui sont... Il n'y a pas de femme qui se dit bon, je vais avoir une grossesse pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça se passe bien, c'est génial. Et puis, non, en fait, j'en veux plus. Et du coup, j'avorte à 36 semaines. Vraiment, je pense que c'est une vue de l'esprit. Et que déjà, entre 14 et 16, on n'est que à 5 000 par an versus 200 000 IVG et 800 000 naissances par an. Donc, bon, c'est vraiment du très ponctuel. Et donc, du coup, c'est toujours un peu provocateur quand je dis l'IVG sans délai. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une perspective féministe de dire les femmes décident, c'est leur corps, elles décident et elles prennent leurs décisions en leur âme et conscience. En pratique, je pense que vraiment, ça n'arriverait quasiment jamais, sauf situation très difficile. Et faire des IVG, c'est faire une IVG à 36 semaines d'un point de vue, parce que je pense que c'est un médecin qui me demande ça, d'un point de vue pratique et technique, c'est comme faire une IMG. Donc, c'est faire un arrêt de vie fœtale et un accouchement. Bon, voilà, on le fait bien pour des trisomies 21. Pourquoi pas pour des IVG, sincèrement. Voilà. Ça, c'est ma posture, mais j'entends vraiment qu'elle soit sujette à controverse. Et voilà, s'il y en a d'autres qui veulent exprimer leur avis là-dessus, c'est pas du tout consensuel de dire ça. Mais voilà, c'est la mienne. Merci de l'exprimer. Peut-être pouvoir, dans le contexte africain, ce qui est l'arrêt fœtal pour raison de santé, c'est pas aussi répandu que ça, parce que des femmes qui
qui accouchent de bébés avec des malformations assez avancées et qui finalement laissent la nature faire après la naissance. C'est surtout ça qu'on voit plutôt que l'interruption de la grossesse. Donc peut-être que les gens auront du mal à se dire qu'effectivement, il y a le matériel qu'il faut pour accompagner une interruption, quel que soit l'âge de la grossesse. L'autre chose, c'est que malgré le fait qu'avec le protocole de Maputo, la plupart des pays qui ont signé et ratifié, on a encore du mal au niveau national de faire appliquer cette loi-là. Et il ne s'agit même pas là de parler d'interruption volontaire, quel que soit l'âge, mais à 14 semaines. Donc, que ce soit en cas d'inceste ou de viol, jusqu'à présent, les femmes continuent à subir ces grossesses-là et n'ont véritablement pas le choix. Je me permets de relayer un commentaire dans le chat qui attire notre attention en matière d'éducation sexuelle sur une série ivoirienne qui s'appelle Sugar Baby. Je crois, Laura, que vous avez souvent salué le fait que l'éducation sexuelle pouvait se faire aussi par d'autres supports que l'éducation, enfin, que dans le cadre de l'école ou que dans le cadre informel de l'éducation populaire, et en l'occurrence que les séries pouvaient jouer un rôle important. Quelle est votre opinion là-dessus? Ah oui, non, alors clairement, moi, Sex Education, ça a un peu révolutionné c'est une super porte d'entrée pour plein de choses. Je pense qu'il y a que l'éducation institutionnelle, alors ce que j'appelle institutionnelle, c'est faite à la fois par les professionnels de santé et les professionnels de l'éducation. Je pense que c'est indispensable parce qu'il faut qu'on puisse se saisir du sujet, qu'on puisse dire, voilà, donner des informations, donner des outils pour l'esprit critique, etc. Je pense que vraiment c'est important, qu'il faut s'en saisir. Après, je pense qu'il y a des choses que les jeunes ne nous diront jamais parce que ne serait-ce qu'il y a un truc d'âge, il y a un truc de hiérarchie, entre guillemets, parce qu'on n'est pas de fonction, on est toujours représentant quand même de quelque chose qui est au-dessus d'eux. Hein. Chez les ados, c'est quand même très vrai, enfin, ils sont vraiment dans un truc de... Voilà, et donc du coup, d'avoir d'autres ressources, ça me paraît... fondamentale et nécessaire, et des ressources qui sont de la fiction et de la représentation. C'est un peu ce qu'on disait sur le porno tout à l'heure, en fait, d'avoir de voir d'autres manières de faire vraiment. Pas dans un truc théorique, pas dans quelqu'un qui leur dit oui, il faut que tu demandes le consentement, il faut que ci, il faut que ça soit pas encore de... Même si on essaye de ne pas faire ça, hein. On essaye en séance d'éducation à la sexualité d'avoir des discussions, de faire venir les choses, etc. Mais il peut y avoir toujours un truc on apprend quelque chose, parce qu'à l'école, on est là pour apprendre des choses. Et c'est cette manière détournée, là, le fait d'avoir des séries, d'avoir des films, ou d'avoir effectivement donc, de l'éducation populaire, d'avoir des personnes qui parlent de ça sur des comptes Instagram. Je pense que ouais, c'est primordial. Enfin, c'est primordial, je ne sais pas si c'est le terme. Donc là, c'est important et c'est vraiment complémentaire. Souvent, j'ai l'impression que dans vos prises de parole, vous élargissez les alliances possibles, et notamment aux associations, aux médias, aux journalistes, pour faire avancer les choses, notamment en matière de santé sexuelle et de la procréation. Vous avez l'impression que ces alliances sont plus riches aujourd'hui, plus multiples, qu'il se passe des choses intéressante justement dans l'investissement collectif sur ces sujets-là? Est-ce que ça vous aide, vous, en tant que gynéco? Ouais, je pense que vraiment, effectivement, il y a beaucoup de personnes se sont saisies de ces sujets. C'est-à-dire par rapport, enfin, moi, j'ai l'impression que par rapport, je compare toujours il y a 10 ans, parce que 10 ans, je trouve que c'est à la fois, moi, c'est quand j'ai commencé à exercer, et c'est quand il a commencé à se passer plein de trucs, enfin, vraiment, ou alors peut-être que vraiment j'étais, non, mais si, quand même, j'avais 25 ans, je n'étais pas non plus un bébé, j'ai vu les choses. Oui, il y a plein de gens qui sont saisis du sujet, dans tous les, enfin, je ne vais pas refaire la liste, hein, vous l'avez assez bien faite, dans plein de domaines. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand j'ai lu quand je disais il faut lire les commentaires du hashtag Paye ton utérus.
tous ces personnes qui se saisissent du sujet viennent nous interpeller en fait sur plein de pratiques et donc nous font descendre voilà, de ce espèce de piédestal de médical et bien sûr que voilà, je trouve ça moi ça a changé ma manière de pratiquer de manière assez évidente et ça me permet de l'utiliser aussi parce qu'en fait il y a quand même ça qu'il faut dire il n'y a pas tout le monde qui est égal là-dedans. Il n'y a pas toutes les personnes qui sont aussi bien renseignées. C'est pas parce que voilà, on va en parler dans certains médias, il y a certaines séries, voilà, selon l'endroit où on travaille, selon la population qu'on a, selon le niveau d'éducation, le niveau de langage, de langage, genre, je sais, de langue française. En fait, on n'a pas toujours les mêmes personnes en face de nous. Et on n'a pas toujours les mêmes demandes et les mêmes la même comment dire je le vois que en versant négatif, alors que je veux dire ça en versant positif. Non, parce que certains médecins diraient la même virulence, et c'est pas ça que je veux dire. C'est ce truc de dire, mais en fait, voilà, j'estime avoir le droit d'avoir des informations de qualité, j'estime avoir, enfin voilà, je trouve ça très bien d'être comme ça. Mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui se permet ou qui est permis, ou voilà, on peut discuter pourquoi, mais en tout cas, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Mais le fait qu'il y ait certaines personnes qui aient mis ça sur la table, et effectivement, notamment avec les médias, etc., ça permet aussi, enfin, moi, ça m'a fait faire réfléchir sur ma pratique avec tout le monde. Et c'est ça aussi où ça devient intéressant. C'est se dire, c'est pas que ça interroge. Moi, ça m'a interrogé sur ma pratique en général. Et du coup, même les personnes qui ne viennent pas avec des demandes particulières, il n'y a pas tout le monde qui est dans cette mouvance de réappropriation du corps, non, pas du tout. Mais le fait qu'il y en ait, ça fait qu'il y en ait qui ait pris le sujet en main, quoi, qui en parle et qui en parle du coup sur les réseaux, dans les médias, etc. Là, ça fait bouger des choses, je pense, en face. Alors moi, je suis un peu pressée dans la vie, je suis un peu impatiente. J'ai l'impression que ça va jamais assez vite et que les choses ne bougent pas assez. Mais je pense que quand même, depuis voilà, 5-10 ans, il y a beaucoup de choses qui bougent et qu'il faut se laisser le temps et que oui, ça a bien remué nos pratiques et nos représentations. Et ce que je trouve voilà, vraiment bien, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu écho, quoi, que ça le remue à plein d'endroits et du coup avec plein de personnes différentes. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Super. Alors, peut-être relayer la question de Leïla dans le chat qui pose une question d'actualité et qui en appelle à votre regard critique. Dans le cadre de la pandémie du Covid, pensez-vous que la France a fait assez d'efforts pour protéger et garantir les droits sexuels ? Alors, là, moi, pendant la pandémie de Covid, en fait, ça dépend si on parle de droit sexuel ou droit reproductif. Voilà, moi, j'étais à la fois à la maternité et à la fois donc, à la maison des femmes. C'est un centre de planification familiale. Je trouve que pour tout le versant planification familiale, vraiment, voilà, et IVG notamment, et en Île-de-France, je ne sais pas si on pourrait le dire vraiment partout, en tout cas en Île-de-France, il y a eu une volonté certaine, mais qui n'est pas tellement du fait du gouvernement, mais qui est plutôt du fait des acteurs et des actrices du sujet, de s'organiser pour que les choses puissent être faites et que les choses puissent être faites à temps, et avec des dérogations, enfin, voilà, en considérant... Moi, je travaillais à la Pitié-Salpêtrière, qui est quand même un centre sous l'eau du Covid. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment... il y a beaucoup de réanimation, c'était compliqué. Et du coup, on travaillait vraiment en réseau avec tout le monde pour essayer de garantir l'accès à l'IVG, notamment, à tout le monde. Mais voilà, je pense que ce n'est pas tellement l'État, en l'occurrence, mais vraiment les gens qui se sont mobilisés. Les professionnels du soin, quoi, qui se sont mobilisés. Et de la même manière, et ça par contre, je suis beaucoup plus critique là-dessus, sur ce qui s'est passé dans les maternités, avec les peurs et parfois le fait que ça a été réel, que les coparents soient mis en dehors de la salle de naissance, qu'ils ne puissent pas rester à la maternité. Et là, ça vraiment, et encore une fois, c'est pas tellement le gouvernement non plus, hein, parce que je crois que le gouvernement était occupé à autre chose à ce moment-là, mais c'est plus les acteurs de terrain. Et pour moi, ça pose vraiment la question de comment on considère la naissance aujourd'hui. Est-ce que la naissance, c'est une femme qui accouche ou est-ce que c'est
une famille qui arrive, qui soit émerge, soit qui s'agrandit avec un couple parental. Et donc, quelqu'un, pour moi, le couple a toute raison d'être à la fois lors du suivi, lors de l'accouchement, et après, ensuite de naissance, ensuite de couche. Et ça a été... je pense que ça a révélé beaucoup de choses, beaucoup de notre... de comment est-ce qu'on considère, et les personnes l'ont mal vécu, l'ont très très mal vécu, de comment est-ce qu'on considère la naissance aujourd'hui, de qui fait famille, qui a le droit de faire famille, qui n'a pas le droit, et voilà, je pense que pour le coup, ça a aussi révélé pas mal de violence obstétricale au sens de la protocolisation des soins, de la normalisation des soins, et du fait qu'on ne pouvait pas déroger, qu'il soit symptomatique, pas symptomatique. Et ça, je parle de la première vague. Après, ça s'est beaucoup assoupli. Mais à la première vague, il y a eu quand même un truc de prise en main quoi, de la maternité et de beaucoup de contraintes qui n'étaient pas toujours très justifiées, que les couples et les personnes, les femmes n'ont pas toujours vécu de manière très justifiée. Ils sont un peu en colère de ça. Merci Laura. Peut-être aussi aller titiller un peu, mais je ne sais même pas comment. Tu sais que je suis leur aînée, donc de l'université Senghor, qui est une université qui se trouve en Afrique du Nord. Avez-vous des questions par rapport à la pratique médicale et par rapport aux violences dans notre contexte, avec tous les enjeux et défis que nous rencontrons en tant que personnel soignant? Aïda, je vais la titiller un peu. Je sais qu'elle est très engagée et tout. Les autres aussi. Aïda, on t'entend par ton micro et... Sinon, les autres aussi. Hein. Aïda, ton micro, essaie de voir avec ton micro. Ok. Voilà. Tu l'as éteint à nouveau. Tu peux le remettre. Tu l'as désactivé. Oui, Voilà. bonsoir, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. On vous entend très bien. Ah, on ne vous entend plus. A priori, votre micro est capricieux. Vous m'entendez? Très bien. Ok, je disais bonsoir et merci beaucoup à Laura pour la brillante présentation. J'ai été vraiment édifiée. Je voulais mon intervention, j'ai écrit un commentaire dans le chat, mon intervention portait sur les interruptions volontaires de grossesse en Afrique subsaharienne surtout. Voilà, bien vrai que nos pays ont ratifié le protocole de Maputo, mais dans la pratique, la réalité est tout autre quoi. Déjà, le délai, c'est 14 semaines et le temps de faire la preuve de l'inceste ou du viol, bon, généralement, le délai est passé. Et puis bon, la femme, elle est obligée de faire avec quoi. Donc, c'est triste, mais bon, c'est la réalité en fait. Maintenant, ma question était de savoir quel est le moyen de pression en fait qu'on pouvait utiliser pour, je sais pas moi, aller au-delà de ces restrictions en fait, de ces restrictions qui ont été mises dans la loi. Merci. Juste, excusez-moi, je connais pas le protocole de Maputo, c'est donc l'IVG autorisé que si inceste ou viol. C'est bien ça que je comprends. Ouais. Et avec une reconnaissance de ça, c'est-à-dire du point de vue légal, que la personne soit pénalement retenue responsable, quoi. Oui. Ouais, ben, c'est compliqué, ouais. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir beaucoup répondre. C'est une très bonne question. Malheureusement, c'est en fait, c'est ça. Enfin, juste on revient. Pour moi, c'est exactement la même perspective que l'IVG sans délai, quoi. C'est aussi l'IVG sans condition. Mettre la question de l'inceste ou du viol comme condition nécessaire à faire une IVG, bah, du coup, c'est pas une IVG en fait. Enfin, vous voyez, c'est un peu le truc. Après, une fois j'ai dit ça, je vous ai pas beaucoup aidé, hein, je suis désolée. Mais ça a été dans la loi française, hein, la loi Simone-Veil, justement, c'était de dire l'IVG
Pardon, il y a mon fils qui vient de rentrer dans ma chambre. Oui, je suis en train de parler. J'en ai pas beaucoup entendu, mon chéri. Ça marche. D'accord. Désolée. Je disais, oui, je disais que voilà, dans la loi, c'est pareil, dans la loi Veil, il avait été mis dans la loi que les femmes, en cas de détresse, de grande détresse, et ça a été enlevé de la loi, la notion de grande détresse, parce que dans les pratiques, ça n'existait plus depuis longtemps. C'est récent, je n'ai pas la date, je suis désolée, mais c'est assez récent, ça a été enlevé de la loi, mais dans les pratiques, ça faisait longtemps. Et donc, c'est vrai que, et Simone Veil avait mis cette notion de, enfin, avait mis, son équipe, hein, pas elle, mais avait mis cette notion de grande détresse pour mieux faire passer les choses. Et effectivement, c'est là que selon le contexte, on peut se permettre d'être radical et se dire bah non, mais moi je vais vivre sans délai, machin et tout, ou de ne pas l'être et se dire bah, en fait, il vaut mieux avancer petit à petit et que déjà on puisse faire passer, que les pratiques elles changent au fur et à mesure et que déjà on puisse faire passer des choses au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas, il faudrait faire du lobbying pour que l'inceste ou le viol ne soit que déclaratif et qu'il n'y ait pas besoin de condamner quelqu'un parce que c'est sûr que ça fait des enjeux très très compliqués. Au-delà du fait que le délai y passe, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas le dire tout simplement, quoi. Parce que ça veut dire que ça devient... Peut-être, Laura, faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les alliances entre les mobilisations collectives des femmes et des médecins militants. C'est quand même dans presque toutes les parties du monde où des droits ont été gagnés ou arrachés. C'est grâce à la mobilisation collective des femmes qui a trouvé un écho à un moment donné et des alliances avec les politiques, avec les médecins, avec les juristes. C'est quand même peut-être un dénominateur commun, cette capacité de mobilisation collective qu'il faut souligner. On l'a vu encore dernièrement en Argentine. Tout à fait. C'est une superbe réponse. J'aime beaucoup. Je crains que nous arrivions bientôt à la fin de cet échange passionnant. Est-ce qu'il y aurait une question à laquelle nous n'avons pas répondu et une grosse frustration qui irait avec? Je vois une question sur peut-être des évolutions nécessaires sur l'accouchement à domicile. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Laura. Est-ce que vous voulez peut-être, pour terminer, aborder cette question qui va avec la question de la démédicalisation ou en tout cas le fait de donner plus d'autonomie aux femmes dans leur choix procréatif. Oui, je pense que... Alors moi, je suis absolument pour pour non seulement la démocratisation, ça ne peut passer que par plusieurs étapes. Et donc, déjà, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance du fait que l'accouchement à domicile, c'est quelque chose de possible. Il y a des travaux là-dessus en ce moment, notamment avec les maisons de naissance. Et je pense que ça, c'est un truc qui arrivera en France avant l'accouchement à domicile. La maison de naissance, parce que les maisons de naissance sont souvent... alors, pour peut-être ceux qui ne savent pas trop, les maisons de naissance, c'est des lieux qui ne sont pas dans des hôpitaux, qui sont des endroits où c'est peu médicalisé, mais c'est quand même médicalisé parce qu'il y a des sages-femmes notamment. Les sages-femmes sont profession médicale. Il y a des sages-femmes, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir péridurale, il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas de... Voilà, c'est un accouchement comme à la maison. Et ça, voilà, il y a des expérimentations autour de ça en France qui montrent que ça marche plutôt bien. Donc voilà, il y a cette chose qui est en train de se passer autour de ça. Et peut-être qu'en passant par ce biais-là, il y a un truc de la culture, autour de la culture de la naissance à bas risque et du fait que oui, c'est possible de rester dans quelque chose de physiologique. Et du coup, si c'est possible dans une maison de naissance, ça devrait être possible à domicile dans un cadre effectivement encadré pour les... du mieux possible pour tout le monde. Ça, c'est pas du tout pour encadrer et contraindre, mais pour se dire, voilà, s'il y a besoin d'un transfert, comme ça se fait, ça se fait beaucoup, notamment dans les pays
aux Pays-Bas, où c'est tout à fait, c'est beaucoup plus fréquent d'accoucher à la maison en disant, voilà, il y a une maternité à tant de distance, il y a un dossier qui est ouvert, il y a un groupe sanguin, si jamais il y a un saignement, on peut être transfusé en urgence dans une autre maternité pas très loin, etc. Donc voilà, d'avoir à la fois d'encadrer bien, de connaître bien les bonnes indications, que ce soit du bas risque, des femmes qui, a priori, ont peu de risques de faire des complications. Et à la fois, si la complication arrive, parce que la complication peut toujours arriver, que ce soit qu'elle puisse, sans être mise au banc et insultée, parce qu'il y a eu des choses comme ça, terribles, de femmes qui arrivent dans des maternités après des accouchements à domicile, qui se font maltraiter parce qu'elle n'avait pas accouché à domicile, cette folle, quoi. Ça, c'est arrivé. Donc, effectivement, il faudrait que tout ça, c'est une culture qui change, mais aussi, ça c'est, voilà, encore une fois, des pratiques médicales, mais aussi qu'au niveau des encadrements de la profession, ça suive aussi. Non, alors je vais répondre à la question d'après. Mais que ça ne soit pas réservé non plus qu'à des personnes qui ont les moyens de se le payer. Parce qu'actuellement, donc c'est pas hors la loi, c'est pas que c'est hors la loi, mais c'est qu'il y a très peu de personnes qui le font. Il y a très peu de sages-femmes qui le font. Autour de Marseille, par exemple, en PACA, il y a une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assurées. Et si elles s'assurent, ça coûte si cher qu'il faudrait qu'elle fasse 3 accouchements par jour pour payer cette assurance et qu'elle arrive à se payer quand même. Donc, en fait, il n'y a rien qui est fait d'un point de vue légal et d'organisation de l'accouchement à domicile en France pour que les sages-femmes puissent le faire en toute sécurité. Donc, ce n'est pas hors la loi, mais par contre, s'il y a une complication, et il y a eu de la jurisprudence comme ça, des femmes qui n'étaient pas assurées, il y a eu des complications à la naissance, des sages-femmes qui ont été radiées du Conseil de l'ordre des sages-femmes. Et après, il y a eu des soutiens. Bref, il y a plein d'histoires autour de ça. Je ne vais pas développer parce qu'on en a encore pour une demi-heure. Mais du coup, si on veut que ce soit, il faudrait que ça soit dans une perspective où c'est accessible à tout le monde, où ça ne coûte pas. En gros, les sages-femmes, pour pouvoir faire ça, elles font payer des déplacements d'honoraires, parce qu'il faut bien qu'elles se... Voilà, donc c'est cher, c'est pas remboursé, elles ne sont pas bien assurées. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent prendre ce risque parce qu'elles ont peur. Donc oui, il y en a qui le font, et notamment en Île-de-France, je pense que c'est l'endroit en France où il y a le plus de sages-femmes qui font des accouchements à domicile, mais vraiment, ce n'est pas du tout le cas partout, et du coup, il y a de plus en plus de personnes parce qu'il y a une mouvance, effectivement, en France, qui se dirigent vers des doulas, par exemple, ou ce qu'on appelle l'ANA, l'accouchement non assisté. Et là, pour le coup, moi, je défendrai pas l'accouchement non assisté parce que je pense qu'il y a une énorme différence entre un accouchement à domicile avec une sage-femme, une professionnelle de santé qui est formée, qui va savoir évaluer ce qui se passe bien, le risque, à quel moment il faut transférer, etc. Et un accouchement, donc du coup non assisté, où on est seul, où il peut se passer tout et n'importe quoi. Après, c'est de la responsabilité de chacun. Mais moi, je ne le défendrai pas. Je trouve que ce n'est pas une belle évolution. Je pense que vraiment, et dans tout ce qu'on a dit, moi, c'est mon fil conducteur, c'est que toutes nos professions sont complémentaires, que la médecine moderne, ça apporte des très, très belles choses, mais attention à ne pas surmédicaliser. Et de la même manière que se réapproprier son corps, pouvoir accoucher chez soi, etc., c'est très, très bien dans la mesure où on garde un vrai choix jusqu'à la fin. Et pour avoir un vrai choix, il faut avoir toutes les options possibles. Donc, l'accouchement à domicile, c'est pareil, c'est pouvoir se rajouter une option, mais une option on peut changer à toute fin si ça ne vient pas, si on n'arrive plus, s'il y a un moment où il faut aller dans une maternité, il faut pouvoir y aller. Et pour ça, il faut être quand même accompagné. Merci beaucoup. Je crois que notre discussion touche à sa fin, d'autant plus que vous avez pris des engagements en direction de votre fils. Ça fait, il vient me chercher pour ça. 20h, maman, on mange. Ah bah dis donc, j'avais fait tout lycée. Bon, je suis sûre qu'il y a d'autres questions qui sont restées peut-être dans les bouches de chacun et chacune autour de ce Zoom, mais nous aurons d'autres occasions
pour approfondir tout ça. Et puis, vous êtes, comme on l'a vu au début, dans différents espaces, quelquefois même à la fois. Donc, on pourra aller reconvoquer votre parole. Je crois d'ailleurs que vous avez dit... il me semble que c'était dans la poudre que parler de sexualité dans l'espace public, c'est féministe et politique. Ouais. Donc, il nous reste à vous remercier pour ce moment féministe et politique, et puis à remercier tout le monde autour du Zoom d'avoir partagé ce moment, ces questions, vos attentions particulières. On a bien compris que tout ça nécessitait du dialogue, nécessitait des mobilisations collectives. On est ravis ce soir que vous nous ayez éclairé de votre parole et de votre expérience. Et puis, on aura l'occasion, pour ceux et celles qui le souhaitent, de revisionner cet échange. On va diffuser tout ça sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et puis, on se dit à bientôt et bonne soirée. Dahiradi, le mot de la fin. Merci Aurélie. C'était effectivement très passionnant d'échanger sur ce sujet et j'étais très contente de voir qu'il y avait autant de mes collègues qui exercent dans un contexte qui n'est pas évident, mais voir finalement que la question sur les violences gynécologiques et obstétricales, ce n'est pas seulement un défi dans un contexte où la mortalité est élevée, mais finalement c'est un défi partout. Il faudra réfléchir aux leviers sur lesquels il faudra qu'on s'appuie pour pas seulement réduire la mortalité maternelle, mais également avoir des soins bienveillants à l'encontre de la population féminine de manière globale. Et merci à Laura Berlingo, c'était un plaisir de vous écouter. J'espère qu'on aura l'occasion, comme le disait tantôt Aurélie, de vous retrouver. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était très agréable de partager avec vous. Merci Laura, merci tout le monde. À très vite. Et merci aux jeunes de l'ISIT. Et merci aux jeunes de l'ISIT. Ouais, merci. Très vite. Au revoir. Au revoir.